Carlos Quenan, mais nous allons tout de même commencer, puisque nous avons les trois quarts des intervenants, et que on ne va pas vous faire trop attendre. Et en tout cas, merci d'être là, en dépit d'au moins deux obstacles, si ce n'est plus, l'obstacle météorologique qui n'échappe à personne, et qui signifie que vous êtes courageux, volontaire et engagé d'être là. Et donc merci de cela, parce que ce soir, il va y avoir une dimension, non seulement pour se réchauffer mutuellement, mais aussi pour frotter nos cervelles devant une crise, c'est intéressant. Et deuxièmement, l'autre obstacle, c'est tout simplement la rapidité, puisque nous avons décidé il y a 48 heures de faire cette conférence pour tenir compte de la situation de crise et justement remplir, si possible, un des rôles du laboratoire de la République, c'est-à-dire permettre de relier la vision de long terme, les valeurs aussi auxquelles nous croyons, à des enjeux de court terme, qui eux-mêmes renvoient à du long terme, puisque si les deux pays dont nous allons parler ce soir basculent vers une autre chose, c'est évidemment des enjeux profondément structurels qui se jouent derrière la conjoncture des révolutions ou des changements en cours. Alors je voudrais d'abord remercier Jean-Marc Laforêt, là aussi conjoncturellement et structurellement. Structurellement parce que, comme vous le savez, c'est souvent à la Maison de l'Amérique latine que nous faisons les événements du laboratoire de la République. Il préside la Maison de l'Amérique latine. Et donc, je lui souhaite une bonne année ainsi qu'à la Maison de l'Amérique latine et je lui exprime notre gratitude pour la bienveillance dont nous faisons l'objet. Et il sait que c'est de la bienveillance réciproque parce qu'on aime cette Maison de l'Amérique latine qui est une institution essentielle dans notre pays. Et d'ailleurs, elle le démontre une fois encore. Et puis conjoncturellement parce que c'est moins en tant que président de la Maison de l'Amérique latine qu'en tant que diplomate et ancien ambassadeur de France au Venezuela en particulier, qu'il va s'exprimer dans un instant, en nous apportant ses lumières, sa vision, sa connaissance très intime des enjeux vénézuéliens et des enjeux internationaux autour du Venezuela. Je voudrais aussi remercier Fahimé Robiol, qui est aussi elle aussi lui exprimer ma gratitude, puisqu'elle est une grande fidèle du laboratoire de la République, un grand pilier de notre laboratoire, mais aussi une femme extrêmement engagée sur un certain nombre de sujets, mais notamment les sujets iraniens. La question de la cause des femmes en Iran et en Afghanistan la mobilise particulièrement. C'est comme ça qu'on s'est connus il y a maintenant une douzaine d'années, parce qu'elle a toujours été une grande militante de cette cause, mais aussi, évidemment, en tant qu'ingénieure nucléaire, elle a une connaissance assez intime d'enjeux fondamentaux qu'il y a autour de l'Iran, et on va beaucoup parler d'énergie aussi, d'ailleurs, ce soir, et de ressources minières et pétrolières. Et donc, je la remercie de tout ce qu'elle fait, et puis d'être présente ce soir pour nous apporter ses lumières, puisqu'il y a quelque chose d'un peu audacieux dans ce que nous proposons, puisque nous pourrions passer plusieurs heures sur le Venezuela d'une part, plusieurs heures sur l'Iran d'autre part, mais en même temps, relier ces deux crises, c'est aussi nous donner quelques éléments d'intelligibilité supplémentaires, puisqu'elles se passent aussi dans un contexte international, où en particulier le duel États-Unis-Chine et où le duel États-Unis-Russie fait partie des arrière-plans de ces crises. Et puis je remercie le fantôme de Carlos Quenan, Carlos Quenan en personne, le corps de Carlos Quenan aussi, donc, pour sa présence. Vous êtes nombreux à bien le connaître. Il est le professeur d'économie, il est aussi le vice-président de l'Institut des Amériques. Il connaît parfaitement le sujet des économies d'Amérique latine et les enjeux politiques latino-américains en général, et tout particulièrement le Venezuela aussi, puisque ça fait partie des pays où il a vécu. Et c'est évidemment, là aussi, je le remercie de tout, comme pour les autres intervenants, c'est-à-dire de sa fidélité dans la durée pour être toujours au grand rendez-vous, et puis d'être là ce soir avec sa réactivité. J'aurais plusieurs choses à dire aussi pour ma part, certaines que j'ai commencé à dire publiquement. J'en dirai une seule, et je vais tout de suite passer la parole à Jean-Marc Laforêt pour faire un petit peu ensuite une introduction sur sa manière de voir la crise aujourd'hui, son analyse de la situation. Mais pour ma part, si j'ai un sujet sur lequel j'insiste particulièrement en ce moment, au-delà de l'analyse qu'il faut faire de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer, c'est aussi les perspectives d'avenir, c'est-à-dire notre capacité à créer des scénarios. Ce soir, on va être moins là pour commenter ce qui se passe, même si on peut le faire, mais
beaucoup de médias le font bien, que pour essayer de se dire qu'est-ce qui se passe après, quels sont les scénarios du futur. Je pense que c'est la capacité à élaborer des scénarios qui permettent de se donner un peu de droit à l'optimisme, alors qu'on est parfois dans un océan de pessimisme sur ces sujets. Il y a d'abord des aspects positifs dans ce qui est en train de se passer, il faut quand même le dire, et ça ne peut être réellement positif que s'il y a une élaboration. Ce qui est frappant, par exemple, on verra ce que les uns et les autres nous en diraient, c'est que dans l'intervention américaine au Venezuela, il y a une incontestable réussite technique, militaire dans ce qui s'est passé, c'est une démonstration de force indiscutable, mais ce qui est quand même très frappant, on va le commenter, c'est à quel point ça donne le sentiment d'une relativement faible préparation des étapes suivantes et de ce qu'on doit comprendre dans les différentes déclarations du président américain sur la suite. Et donc, soyons justement dans une logique inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui est envisageable au Venezuela comme en Iran pour la suite. Et mon point sera de souligner une chose à laquelle nous sommes les uns et les autres à cette table assez fidèles depuis très longtemps, qui est comment on réussit à avoir une forme de régionalisation de l'approche. De même que pour ce qui se passe en Ukraine, l'Europe a une responsabilité particulière. De même que désormais, lorsqu'il y a des problèmes en Afrique, les États africains ont une responsabilité particulière. De la même façon, pour une crise latino-américaine, la région Amérique latine a une responsabilité particulière. Nous savons tous que l'intégration latino-américaine a connu des hauts et des bas, qu'après certains espoirs des années 90, on a une forme de très grande faiblesse des organismes disons, multilatéraux latino-américains. Pour autant, ils ne sont pas complètement morts. Et deuxièmement, certaines puissances comme le Brésil ou le Mexique ont évidemment un rôle particulier à jouer. Et on a vu qu'ils ont d'ailleurs commencé à prendre des initiatives que l'on va commenter. Mais pour ma part, et pour mettre déjà un premier élément dans la discussion qui suivra, il me semble très important, et que c'est le rôle de la France et de l'Europe à mes yeux, de pousser cela, que la suite puisse être envisagée le plus possible dans un cadre latino-américain, ce qui est d'ailleurs une façon de mettre des limites à une espèce d'hyperpuissance nord-américaine telle qu'elle est en train de se manifester et qui doit de toute façon à un moment donné rencontrer un certain nombre de contre-pouvoirs. Sans plus attendre, donc je donne la parole à Jean-Marc Laforêt pour avoir tout simplement de manière assez libre son analyse de la situation et des perspectives. Merci beaucoup Jean-Michel, et merci beaucoup pour l'invitation de participation qui pour moi est une première à une réunion du laboratoire de la République, mais bon, ça me semble. J'ai été très heureux de voir que Jean-Michel, que nous connaissons depuis un certain temps, j'ai été très admiratif de la constance dans les projets de Jean-Michel, puisqu'on s'est connus au début du projet de création de l'Institut des Amériques, qui a finalement, bon, ça a pris un certain temps, mais ça s'est fait, ça existe. Et donc c'est à cette époque-là, quand j'étais sous-directeur d'Amérique du Sud au Quai d'Orsay, que nous nous sommes rencontrés, et ensuite en gardant un contact plus ou moins régulier en fonction des fonctions des uns et des autres. Alors moi, bon, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été ambassadeur au Venezuela, ça fait déjà un certain temps, parce que bon, comme tout le monde, chaque année, puisqu'on a début d'année d'ailleurs, meilleurs vœux à toutes et à tous, c'était entre 2009 et 2013. Donc c'était ce que moi, sur place, je qualifiais déjà du début de la phase descendante du chavisme, puisque moi je date à partir de, enfin chacun a ses datations, hein. Moi je pense que le début du déclin c'est 2007, c'est-à-dire quand Chavez perd le référendum sur la réforme de la Constitution, qu'on pouvait d'ailleurs analyser de deux manières, c'est que c'est à la fois, bon, il a reconnu sa défaite, qui était apparemment une défaite c'était très serré, ça s'est joué à 150 000 voix. On dit qu'il aurait été tenté dans un premier temps de ne pas le reconnaître, et que c'est l'armée, c'est intéressant parce que l'armée est un élément important du scénario actuel, qui aurait dit que non, il fallait reconnaître le résultat. Et il l'a reconnu. Alors après, par d'autres moyens, il a essayé de mettre en place ce qui avait été rejeté dans le vote, mais enfin, il l'avait reconnu. Et je pense que c'est à partir de là que l'opposition a commencé évidemment à prendre du poil de la bête, voyant qu'il était possible d'avoir des résultats électoraux significatifs, etc. Et donc je pense que c'est à partir de là que les choses commencent à décliner. Alors évidemment, après, les événements sont beaucoup accélérés avec la maladie et ensuite le décès de Chavez en mars 2013. Moi, ce que j'ai toujours pensé, alors beaucoup d'opposants vénézuéliens sont en désaccord avec moi,
Je pense que Maduro, en 2013, a été élu régulièrement, c'est-à-dire que moi, j'ai vu les procès-verbaux, etc. Donc, je crois qu'il a été élu à la régulière, mais avec une très faible avance. C'est-à-dire que, je n'ai pas revu les chiffres, mais je crois les connaître à peu près, il avait gagné avec 150 000 voix d'avance, ce qui était peu, sachant que Chavez, en octobre 2012, avait battu Capriles avec 1 600 000 voix d'écart. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il n'y a eu aucune contestation quand l'écart est si important. Bon, voilà. Donc, il y a eu une contestation, et je pense qu'elle était plus basée sur le fait que, bon, c'était déjà ça, la polarisation là-bas. C'était pas possible d'être battu de 150 000 voix dans un sens ou dans l'autre. Et donc, il y a eu 40 morts de mémoire. Ça s'est pas très bien passé. Et ensuite, donc, Maduro est arrivé. Maduro, j'étais pas le seul à penser ça. Les gens de pays latino-américains très importants aussi pensaient que c'était un bon choix. Je pense qu'il n'y en avait pas d'autre, n'importe comment, pour Chavez à ce moment-là. Et je crois que Maduro, par des contacts que je pouvais avoir avec des gens qui étaient très très proches de lui, parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères pendant de nombreuses années, avait sans doute un projet de réforme. Il voyait bien que le système était à bout de souffle, enfin commençait, il n'était pas à bout de souffle, mais enfin commençait. C'était quand même une impasse. Et je pense que le fait d'avoir gagné de manière très très difficile ne lui a pas permis de s'imposer au sein de sa propre formation. Donc le PSUE et d'autres courants plus radicaux ont empêché ces réformes. Ça c'est relativement clair. Et donc à partir de là, à partir de 2014, c'est la chute brutale des cours du pétrole, puisqu'en gros le prix du baril est divisé par deux. Parce que si Chavez a réussi à se maintenir relativement facilement au pouvoir pendant les 15 ans où lui il est resté, c'est parce que le baril était en moyenne à 100 $, avec une production qui était de l'ordre, moi quand j'étais là-bas, c'était de l'ordre de 2 700 000 barils par jour. Aujourd'hui, c'est 3 fois moins, et c'est tombé à 500 000 quelques années en arrière. Donc il y avait beaucoup d'argent, et avec cet argent, alors après on peut vraiment discuter la pérennité de ces investissements, le fait que c'était du clientélisme, peu importe, cet argent était là, et il a été redistribué en partie quand même vers, évidemment, pour constituer une caste de nouveaux riches, mais aussi en direction du peuple, alors qu'on alimentait en électroménager chinois, etc. C'est-à-dire finalement, c'était un socialisme dont la seule visée était d'imiter un pays capitaliste développé, c'est-à-dire de permettre à des gens qui n'avaient pas accès à ce niveau de vie de l'avoir. Parce qu'il y a une chose qu'il faut quand même toujours se rappeler, parce qu'aujourd'hui, on idéalise un peu quel était le Venezuela d'avant Chavez. Mais le Venezuela d'avant Chavez, d'après les Nations Unies, pas d'après Chavez, d'après les Nations Unies, avant qu'il gagne l'élection à la fin de l'année 1998, 72% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté. Alors eux, ils ont réussi l'exploit d'améliorer un peu le truc, et que maintenant c'est 80. Mais à l'époque, c'était 72. Donc Chavez n'est pas tombé du ciel. Il est aussi, à un moment donné, le reflet de l'essoufflement de ce qu'ils appelaient donc la 4e République. Et à un moment donné, c'est lui qui est arrivé au pouvoir. Donc Maduro, assez vite, il s'est trouvé pris en tenaille, et puis donc il n'a pas fait grand-chose. Et après 2014, quand l'opposition a gagné les élections législatives en 2015, c'est de là qu'on peut dater vraiment le virage autoritaire, répression des manifestations. Alors du temps de Chavez, on en pense ce qu'on en veut. Il y a eu très peu d'opposants réprimés, alors qu'ensuite, avec Maduro, il y a eu des dizaines de morts, etc., des empoisonnements, et puis surtout le contournement du résultat des élections. C'est-à-dire que, ayant perdu la majorité à l'Assemblée législative, on crée une autre Assemblée, et puis on marginalise. Et donc c'est un peu ce cycle qui s'est approfondi, avec, alors après, une nouvelle étape 2019, les sanctions américaines sur le pétrole. Donc déjà, il rapportait 2 fois moins d'argent qu'avant, comme il n'avait pris aucune précaution là-dessus, parce qu'une des premières décisions économiques de Chavez, pas tout de suite, mais au bout d'1 an, a été de mettre la main sur... Il y avait un espèce de début de fonds souverain, mais qui avait pas beaucoup, qui avait quelques milliards, c'est pas le fonds norvégien. Enfin, il y avait quand même... et puis bon, on l'a pris pour distribuer encore un peu plus, et donc ils se sont retrouvés complètement déshabillés quand le vent a tourné. Plus ensuite l'embargo assez strict comme des Américains, puisque quand vous ne pouvez plus exporter votre pétrole, il exportait quand même, c'est ce que fait aujourd'hui la Russie pour contourner les sanctions occidentales. Mais il le faisait comment? Il le faisait avec ce qu'on appelle des navires fantômes. Il le faisait avec un nombre de clients limité qui sont globalement la Russie, enfin dans l'ordre plutôt d'importance la Chine, la Russie, l'Iran, qui payaient moins cher, parce que quand on contourne les trucs, il y a une part de risque. Et en plus, sur toute la chaîne, on m'avait expliqué ça il y a quelques années, il y a 1 an ou 2, de manière assez précise, sur toute la chaîne, vous avez des gens qui se sucrent, parce qu'ils prennent eux-mêmes des risques, et donc finalement, à l'arrivée, votre pétrole,
Je ne dis pas que vous ne vendez pour rien, mais il y a une perte en ligne. C'est d'ailleurs ce que dit Trump aujourd'hui, mais faites donc le business avec nous et sous notre commandement, et vous pourrez le vendre normalement au prix du marché. Et donc vous gagnerez plus d'argent, et on sera tous bénéficiaires de cette affaire. Bon, pourquoi je parle du pétrole? Parce qu'il est assez évident que même après avoir écouté plusieurs fois le discours assez décousu quand même du président Trump le soir de sa conférence de presse, on y apprend même que les Vénézuéliens, enfin les chavistes, contrôlaient la police de l'Ohio. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu tout le développement sur la sécurité. Enfin, c'est assez hallucinant quand même. On se dit quand même, il y a quand même un problème. Mais bon, on comprend bien que le cœur du problème, pour eux, c'est la mainmise sur les ressources. Pas forcément uniquement le pétrole, parce qu'on se parle beaucoup du pétrole, parce que c'est les premières réserves au monde aussi, mais dans toute cette partie au sud du bassin de l'Oréloque, c'est une région où il y a beaucoup de minerais, et là aussi les Chinois avaient mis la main en grande partie sur le truc. Les Chinois plus les mafias qui font comme en Colombie, qui font de l'exploitation d'or ou de minerais rares illégales. Et puis, par exemple en Colombie, mais ça c'est bien avant Petro, 80% de l'or exporté de Colombie est exploité de manière illégale. Et après, pof, on met le sou de l'État. C'est plus facile d'exporter illégalement de l'or que de la cocaïne parce que c'est une marchandise légale. Petite parenthèse. Donc, le corps du problème, c'est ça. Alors, moi, ce qui m'a quand même surpris, je pense comme beaucoup de Vénézuéliens, c'est la façon dont M. Trump, après avoir réalisé cette opération, alors, techniquement, moi, je ne suis pas militaire, on apprend petit à petit, on découvre quand même un certain nombre de choses. Ce qui est un truc qui est assez étonnant, c'est ce score 55 Vénézuéliens et Cubains mineurs de combat, enfin tués, et 0 Américains. Alors, soit c'est vraiment Rambo, soit ça avait été quand même préparé de telle manière que les malheureux 55 n'avaient pas tellement le temps de se défendre. Parce qu'on voit mal surtout les Cubains qui sont payés pour ça, qui sont allés se battre dans des pays comme l'Angola, etc., se faire dessouder comme des lapins. Hein. C'est assez curieux. Donc un jour, on finira par savoir exactement comment ça s'est passé. Donc, mais la thèse, comme quoi il y avait quand même des complicités autour de Maduro pour le livret, et aujourd'hui apparaît assez vraisemblable. Il y a même des thèses plus surprenantes, moi je vous les épargne, on les évoquera un jour si elles viennent sur le devant de la scène, mais c'est quand même assez évident que tout ça a été préparé. Et vraisemblablement une partie de l'appareil chaviste, enfin la famille Rodriguez, plus Diosdado Cabello, plus le ministre de la Défense, plus quelques autres, ont sans doute estimé que c'était devenu un boulet trop dangereux et que pour essayer de sauver, c'est comme sur un navire en perdition, on en jette quelques-uns pour sauver les autres. Donc je pense que ça, au minimum, c'est ça. Et donc, moi, ma grande surprise, je n'ai pas été trop surpris du fait qu'il y ait une intervention. Enfin, on avait ce débat ici avec des collègues, ici, des gens qui connaissent mieux l'Amérique latine que moi. Bon, chacun pouvait penser au mois de décembre ce qu'il voulait. Certains disaient, mais bon, ce qui est vrai, il n'y a jamais eu d'intervention américaine directe en Amérique du Sud. Toutes les interventions directes ont eu lieu aux Caraïbes ou en Amérique centrale. Jamais en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, c'est un soutien logistique, etc., à des coups d'État militaires, comme au Chili, le plus emblématique, mais jamais d'intervention, jamais un soldat américain n'a mis les pieds de manière offensive sur le sol sud-américain. Ce qui faisait dire à certains, bon, tout ça, c'est d'intimidation, oui, finalement, il ne la franchit pas. Moi, ma grosse surprise, je pensais que, bon, il avait fait ça et que dans les bagages allait arriver l'opposition vénézuélienne, ce qui était assez naturel, et notamment Maria Corina Machado, bon, qui certes lui a volé le prix Nobel de la paix, mais c'est pas de sa faute. J'espère que c'est pas uniquement pour ça qu'il considère qu'elle est incapable et qu'elle manque de soutien et de respect à l'intérieur du pays. C'est quand même une grosse surprise. Alors, sans parler de ce malheureux Edmundo González Urrutia qui est à Madrid, bon, on ira chercher peut-être un jour, mais moi je pensais vraiment que le terrain était préparé pour qu'ils arrivent. Voilà. Alors, il y a deux explications, enfin, il y en a plusieurs. La plus importante, c'est sans doute, parce que tout est assez cohérent quand même dans ce que fait Trump. Moi, je pense que, au-delà du Venezuela, et c'est plus l'objet de ce soir, je pense que ce qui était très important pour lui, c'était deux choses. C'était, un, frapper de stupéfaction les ennemis. Les ennemis, c'est-à-dire la Russie, la Chine, mais aussi les Européens. Aujourd'hui, il faut quand même appeler un chat un chat. Frapper de stupéfaction aussi, sans doute, les Américains eux-mêmes, pour leur dire, vous voyez, c'est Rambo est là, il n'y a pas de problème, surtout au moment où l'inflation remonte et où ça va moins bien et que les perspectives électorales pour le mois de novembre deviennent un peu plus incertaines. Donc c'était cette... Et puis, évidemment, affirmer ça auprès des latino-américains pour leur dire, bon, maintenant c'est fini. Depuis en 2001, avec le 11 septembre, après, on ne s'est pas trop intéressé à ce qui se passe ici, mais maintenant on revient comme avant, c'est à nous, et donc il faut que ça marche au carré. Donc
Donc s'il a commencé à faire, et avec succès, parce que l'intimidation pour les élections législatives en Argentine, en disant, bon, si vous ne votez pas Milei, ben, vous ne saurez pas les 40 milliards que je vais vous prêter, ça a marché. Au Honduras, de dire, si vous ne votez pas pour mon candidat, ben, hop, on vous sert le... Ça a marché aussi. Le seul endroit où ça a moins marché, mais c'était moins appliqué directement, ça a été un peu surprenant comme résultat, c'est le résultat du référendum en Équateur, où ils voulaient rétablir la base militaire de Manta ou en faire une autre pour la redonner aux Américains, et là ça a été rejeté à plus de 60%, ce qui est un peu étonnant, mais bon, c'est un peu... Mais pour le reste, cette intimidation fonctionne sur les pays qui sont relativement faibles, qui n'ont pas tellement les moyens de s'opposer, parce que finalement, dans la région, les pays d'un certain poids, c'est le Brésil, le Mexique, un petit peu la Colombie, mais qui a une situation particulière avec ses 2000 km de frontière avec le Venezuela. Donc, cet aspect-là, il est assez clair. Alors, moi, ce qui me semble, c'est pourquoi il ne veut pas de Maria Corina Machado. Apparemment, enfin, ça sort dans la presse aujourd'hui, c'est assez crédible. Alors, parce que, bon, je ne sais pas si le cheminement a été celui-là, c'est que la CIA, qui est quand même assez bien renseignée sur ce qui se passe dans la région, lui aurait remis un rapport estimant qu'elle n'était pas capable de contrôler, ce qui est vrai, l'armée et la police, et que ça ouvrait une trop grande incertitude sur la stabilité du pays. On ne peut pas faire de business si c'est instable. C'est un peu comme les Chinois dans un autre domaine. Les Chinois, peu importe qui est aux manettes, à partir du moment où c'est stable et que les conditions sont respectées, ça leur va. C'est pour ça qu'au Venezuela, ça faisait déjà quand même plusieurs années qu'ils étaient un peu inquiets, parce qu'ils sentaient très bien que ça n'allait peut-être pas durer tout le temps, parce que la situation de polarisation politique était quand même, rendait le pays difficilement gouvernable. Donc c'est pas impossible que le choix, d'ailleurs je crois que c'était expliqué ce soir dans une espèce de plan en 3 étapes, on y croit pas, mais bon, c'est un peu ça, c'est on assure la stabilité du pays, première phase, tout en faisant comprendre aux dirigeants chavistes que il faut marcher un peu plus droit qu'avant. Mais le seul truc qui intéresse, c'est le business. Ce qui est vraiment quand même, ce qui doit quand même choquer beaucoup de Vénézuéliens de l'opposition, c'est qu'il n'y a pas un mot sur le respect des droits de l'homme, c'est-à-dire et sur la violation des droits de l'homme par M. Maduro, sa femme et les autres. Hein. On vient de décréter l'état d'urgence, ce qui est normal. En France, on l'a décrété pour les révoltes dans les banlieues en 2015. On ferait sans doute la même chose si une chose comme ça arrive en France. C'est pas ça qui est choquant. Mais qu'est-ce que ça fait on serre encore plus la vis. Il n'y a pas un mot sur la libération des prisonniers politiques. Donc cet agenda-là n'est pas l'agenda de M. Trump et des Américains. Ils s'en foutent totalement que ça reste un pays non démocratique. Ça, c'est quand même... Et sur la question du narcotrafic, on ne va pas y passer la soirée. Tout ça, c'est une mystification, parce qu'au même moment, on a libéré un ancien président hondurien, condamné par la justice américaine à 45 ans de prison, et hop, on le renvoie chez lui pour qu'il continue son business, parce qu'il est copain avec le nouveau président qui a été élu là-bas. Enfin, tout ça n'a aucun sens. On accuse M. Petro aussi d'être le chef d'un... Bon, ça fait quand même 50-60 ans qu'on cultive la coca en Colombie. C'est pas M. Petro qui a inventé ça, hein, loin de là. Donc on voit bien que tout ça sont des prétextes. Alors, est-ce qu'une transition peut se faire comme ça avec ces différentes étapes? Je ne sais pas, mais ça rend les choses un peu plus compliquées, je trouve, pour savoir, parce que bon, il y a plusieurs positions possibles. Donc, j'avais compris parce que j'ai pu comprendre moi, la position de la France et d'un certain nombre de pays européens, c'est de faire rentrer dans le jeu, justement, le président qui a sans doute été élu, à qui on a volé sa victoire en 2024, M. Edmundo González, et puis Mme Corina Machado, qui aurait dû être la candidate si ça avait été démocratique, et qui aurait sans doute été élue aussi en 2024. Mais le problème, c'est que ça ne rentre pas dans les plans actuels, en tous les cas, dans les médias de l'administration américaine. Donc comment l'Europe, qui est quand même un peu effacée en ce moment, peut arriver à... je pense qu'elle ne peut pas arriver à avoir un résultat sans, c'est ce que Jean-Michel a très bien rappelé, sans une alliance avec un certain nombre de pays latino-américains. Et d'ailleurs, ce qui serait quand même normal, on n'a pas à remplacer une espèce de tutelle nord-américaine par une tutelle européenne. C'est fini cette période-là, on peut appeler ça comme on veut, impérialiste, peu importe. C'est aux latino-américains d'essayer de trouver une solution. Alors, c'est très compliqué parce qu'après la crise de 2024, ils ont essayé, notamment les mêmes pays, hein, les trois pays principaux, Brésil, Mexique, Colombie. Bon, je ne veux pas faire injure à l'Uruguay qui est aussi là-dedans, mais ça n'a pas quand même le même poids. Et ils n'y sont pas parvenus, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur une ligne difficile. Ils n'ont jamais reconnu la victoire de Maduro, mais bon, on a continué à travailler avec Maduro normalement. Et Maduro n'a rien voulu entendre. Il est resté très
très fermé à tout ça. Bon, donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile qu'à l'époque? Moi, je répondrais peut-être oui et non. C'est plus difficile parce que, bon, on a cet acteur américain qui est très encombrant et très puissant dans la problématique, mais en même temps, les chavistes étant affaiblis, peuvent peut-être être un peu plus sensibles à un certain nombre de propositions. Donc peut-être que cette carte d'une alliance, enfin on appelle ça comme on veut, entre l'Union européenne, enfin l'Europe et l'Amérique latine, est peut-être un peu plus viable. Le problème, c'est en Amérique latine, le faire avec qui, comme Jean-Michel aussi l'a rappelé, c'est que l'Amérique latine, c'est assez paradoxal parce que c'est quand même une région du monde qui, bon, à part quelques petits pays dans les Antilles anglophones, bon, parle essentiellement deux langues, hein, donc c'est quand même un facteur d'unité qui a une histoire coloniale et post-coloniale, bon, avec quand même pas mal de ressemblances, et n'a jamais réussi vraiment à réussir son intégration régionale. Hein. Et aujourd'hui, elle est sans doute à un moment des plus extrêmes fragmentations de ces dernières décennies, avec des régimes politiques très, très variés. Il y a eu une période un peu où les choses marchaient un peu mieux, c'était quand, disons, cette gauche progressiste, mais enfin qui était très, très hétérogène, hein, de Michel Bachelet à Chavez, ça faisait quand même un éventail assez large. Mais disons, dans cette période-là où il y avait quand même deux leaders qui essayaient de s'entendre, qui étaient Chavez et Lula, il y a eu quand même des avancées. Aujourd'hui, c'est bon, y compris pour Lula, tout ça c'est des très mauvaises nouvelles, parce que quand il a été réélu, entre l'élection de Milei et puis ce qui se passe maintenant là, je pense qu'il avait quand même cette tentation d'essayer de relancer un peu ce processus-là. C'est très compliqué pour lui. Les latino-américains s'étaient dotés d'un certain nombre de structures, elles sont toutes plus ou moins maintenant passées à la trappe. Il y en a une qui existe encore formellement qui s'appelle la CELAC, donc la communauté des États latino-américains et caribéens, qui est une structure intéressante sur le papier, parce qu'elle regroupe tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, c'est-à-dire 33 pays sur les 35 du continent, puisque, sauf le Canada et les États-Unis qui ne sont pas caribéens, enfin, bientôt peut-être les États-Unis le seront, mais bon. Mais cette structure-là, elle n'existe plus. Elle a organisé sa rencontre avec l'Union européenne au mois de novembre à Santa Marta en Colombie. C'était un fiasco total, presque personne n'est apparu, et puis bon, ça n'a servi vraiment à rien. Et on ne peut pas tellement l'utiliser. On avait évoqué entre nous cette hypothèse. Moi, j'ai vu les dernières déclarations du président colombien, qui est donc le président en exercice de la CELAC, et on lui demande justement à la CELAC, et il répond « Qu'est-ce que la CELAC ?» J'ai regardé, c'est rien, rien et rien. Mais malheureusement, il a raison. Donc on ne peut pas s'appuyer, je pense, sur la CELAC, ça n'a plus de sens. On peut que s'appuyer sans doute sur un groupe de pays, qui est un peu ce qu'on a indiqué. Bon, il y a un statut spécial pour la Colombie, parce que il y a des élections bientôt, donc il y a moins de pérennité que le Mexique et le Brésil, où les dirigeants sont quand même, la situation est beaucoup plus stable. Mais c'est pas évident. Bon, donc j'arrête là parce que. Mais je ne vois pas tellement d'autres voies. Sinon, l'affaire se jouera entre les chavistes et les Américains. Et puis, je ne sais pas s'ils arriveront à trouver un point d'équilibre. Mais je vais passer la parole à Carlos Kenan pour prolonger ce que vient de dire Jean-Marc Laforêt. Et après, on pourra passer à l'Iran et évidemment aux questions que vous avez. Petit parallèle intéressant à faire, peut-être, c'est que l'Europe aussi est très divisée actuellement, indépendamment même de ces éléments internationaux. Et il y a une forme de crise de l'Union européenne et une forme de fragmentation. En même temps, tout ce qui est en train de se passer, notamment les approches de Donald Trump, crée la nécessité, malgré ça, de se ressouder à l'échelle européenne, voire à faire des coalitions de bonne volonté quand on n'arrive pas à se ressouder à l'échelle des 27. On pourrait comparer ça, mutatis mutandis, à ce qui est en train de se passer en Amérique latine, où il y a effectivement cette très grande fragmentation, et tout ce que tu viens de rappeler, notamment en gros, le caractère fantomatique de la CELAC, mais où des coalitions de bonne volonté sont imaginables, et puis nécessité faisant loi, l'impératif de se coordonner pour prendre des positions et avoir un impact sur ce qui se passe. Je pense que c'est inimaginable que les pays d'Amérique latine, et notamment le Brésil et le Mexique, soient spectateurs passifs de tout ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Mais sans plus attendre... Pardon, oui. Si je peux me permettre de retarder d'une ou deux minutes l'intervention
de Carlos, parce que comme on parle aussi de l'Iran, je me suis dit quand même, bon, c'est pas tout à fait le sujet, mais quelle était la relation, enfin, quelle est encore la relation entre la relation pétrolière, financière, parce que j'ai lu récemment que les Iraniens sont un peu inquiets, enfin, le régime iranien est inquiet parce que pour l'instant, les Vénézuéliens leur ont laissé une ardoise assez importante de l'ordre de 2 milliards de dollars qu'ils ont de la peine à rembourser. Donc, bon, dans la situation actuelle de l'Iran, j'imagine que cet argent serait bien utile. Et moi, il y a un autre aspect de la relation entre les deux pays qui m'avait... Bon, après, avec le temps passant, les choses se sont précisées, mais déjà, quand j'étais là-bas, c'était le début de la mise en place, quand même, de ce qu'on appelle maintenant les collectivos. C'est une espèce de groupe paramilitaire, effectivement, enfin, extra-légaux. Vous les voyez sur des motos, c'est comme des braves, mais des braves illégales. Hein. Puis bon, derrière, c'est pas une matraque, c'est de la Kalachnikov. Donc, ça fait assez peur quand ça débarque. Et des gens me disaient, mais tout ça, c'est imité un peu, c'est le système cubain. Et en fait, non, c'était pas du tout le système cubain. C'est à mon avis, enfin, sans être un spécialiste de l'Iran, c'est plutôt inspiré de l'Iran. Et le contrôle qu'a l'armée vénézuélienne sur l'économie rappelle beaucoup aussi le contrôle des gardiens de la Révolution sur des pans entiers et les plus lucratifs également de... Voilà, et tout ça pour dire, dernier élément, je parle de l'armée, c'est qu'un des acteurs clés, évidemment, de la situation actuelle au Venezuela, c'est l'armée. Tant qu'il n'y a pas de faille au sein de l'armée, ben, effectivement, ça va être assez compliqué. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu, les Américains ne veulent pas pour l'instant de Maria Corina Machado, parce qu'ils se disent, Maria Corina Machado, elle ne peut pas contrôler l'armée et la police. Et en plus, je pense qu'il y a une autre raison qu'on entend de ci, de là, qui n'est sûrement pas fausse, mais bon, comme c'est compliqué de savoir comment fonctionne M. Trump, parce que quand il dit cette dame, elle n'est pas à la hauteur, etc., on se dit c'est quand même pas très gentil, etc., alors qu'elle n'a pas arrêté de louer tous les charmes et l'intelligence de monsieur Trump, c'est lui qui devrait avoir le prix Nobel. Si c'était possible, je lui donnerais, puisque si on peut le prêter. Bon, on se dit quand même, il n'est pas reconnaissant. Une des raisons, me dit-on, c'est qu'en 2019, donc le Trump 1, quand il y a eu cette opération qui s'est avérée être un fiasco à la fois diplomatique, enfin sur beaucoup de plans, qui était le fait d'avoir reconnu M. Guaido comme président du Venezuela, ce qui était quand même assez baroque. Et déjà, je trouve... Alors, on a fait ça, l'Union européenne, c'est comme un seul homme derrière les États-Unis. Tout ça, c'est mal terminé. Guaido a fini par être répudié par l'opposition. Il a lui-même détourné des sommes considérables sur les avoirs de PDVSA, enfin, de Citgo, qui avait été saisi aux États-Unis. Et apparemment, M. Trump aurait été fort mécontent de voir qu'on lui avait dit que bon, Guaido, un mois après, s'était plié, que le régime allait tomber comme un fruit mûr. Rien n'est tombé du tout. Et donc, il a tiré la leçon que ces types-là, enfin, et notamment Maria Corina Machado, c'était quand même des gens qui n'étaient pas très fiables. Donc, je pense que tout ça, c'est des trucs qui se mêlent, mais comme peut-être qu'ils regrettent de ne pas avoir eu le prix Nobel, que c'est elle qui l'a eu, mais bon, puisque c'est de ce jour-là, quand même, qu'ils ont rompu leur discussion. Voilà, désolé pour la petite... Non, mais merci. D'abord parce que même les explications les plus baroques sont vraisemblables désormais. Oui. Mais en plus parce que ce que tu viens de dire permet quand même de faire le lien entre le sujet vénézuélien et iranien. Et ce soir, nous n'allons pas les cloisonner, mais au contraire les mettre en relation à deux titres. Hein. D'abord, les éléments de ressemblance. Ce que tu as fait, le sujet de l'armée, le sujet du statut de l'opposition. Hein. Je ne dis pas que Mme Machado, c'est le chat d'Iran, mais dans les deux cas, on a la question de la légitimité de l'opposant principal et du rôle qu'il peut avoir. Donc, une série de comparaisons sont à faire qui sont une sorte de science de la transition et des catégories qu'il faut avoir en tête pour voir les conditions de la transition qui va suivre. Et deuxièmement, l'aspect systémique de tout ça, c'est-à-dire la chute du régime de Maduro n'est pas sans impact sur le régime iranien et vice-versa. Le tout après un certain nombre d'évolutions ces derniers temps, comme l'évolution en Syrie ou d'autres évolutions internationales, notamment depuis l'élection de Donald Trump, qui évidemment modifie l'équilibre des forces et où la Chine est dans une situation très particulière par rapport à ce qui s'est passé. D'autant plus que, tu l'as un peu commencé à dire aussi, il faut rappeler, peut-être Carlos le détaillera aussi, mais qu'il y a des ardoises. Là, il y a une ardoise iranienne au Venezuela, mais une série d'ardoises au Venezuela. L'ardoise chinoise, très plus importante encore, et puis bien sûr l'ardoise américaine que
Donald Trump compte bien faire payer maintenant. Et donc cette géopolitique des ardoises est devant nous aussi, et il va falloir la détailler. Mais je laisse tout de suite la parole à Carlos Kenan pour un peu poursuivre le propos et aussi nous tourner vers l'avenir. Merci Jean-Michel. C'est toujours un grand plaisir de participer à cet événement du Laboratoire de la République et en compagnie aussi de Jean-Marc Laforêt et de Madame. Et à la différence de vous deux, je ne les connaissais pas. Nous, on se connaît depuis le siècle dernier, on va dire. Et cette référence au siècle dernier n'est pas pour parler du passé, mais pour vous dire que je développerai mes propos en 3 temps. En premier temps, c'est la raison pour laquelle il y a quelques slides là dans PowerPoint. C'est l'économiste, disons, qui ne peut pas parler sans avoir quelques chiffres derrière, mais surtout parce que, me semble-t-il, ça nous permettra dans un deuxième temps de mettre l'accent sur ce qui est finalement fondamental et pour ce qui est d'une perspective de redressement, de sortie de crise du Venezuela, qui n'est pas seulement la remise en marche de l'industrie pétrolière. Parce que le Venezuela, ça a été rappelé par Jean-Marc, avait des problèmes, et des problèmes importants, avant l'arrivée de Chavez, sur le plan de l'évolution économique, et pas seulement sociale. Donc ça, c'est un point à soulever. Donc, dans un deuxième temps, nous verrons que la façon dont on engage les choses au-delà de la problématique de la stabilisation à court terme, qui est fondamentale, armée, etc., ce qu'on a dit, eh bien, il y a peut-être un problème de conception et d'approche que l'on met en place depuis l'administration Trump, qui ne laisse pas présager une stabilisation pleine du Venezuela et surtout un redémarrage qui est important dans le cadre, j'avance, d'une réconciliation nationale qui peut-être il faut aussi envisager avec ceux qui seraient partants pour cela. Et enfin, je dirais un mot sur ce que l'on peut faire, mais de façon très très synthétique. Alors, je passe rapidement, très rapidement, quelques slides. Un premier slide, évidemment, la richesse pétrolière du Venezuela. Tout le monde le sait, ça. Et premier pays en termes de réserves prouvées de pétrole, avec notamment le pétrole lourd de l'Orénoque, devant même l'Arabie Saoudite. Mais il n'y a pas que le pétrole. Et je passe à deuxième slide, qui est en fait un article que je vous recommande vivement, aussi bien sur la version en anglais que sur la version en espagnol de Le País, du 22 décembre, qui fait un point très intéressant sur les terres rares, sur l'or et sur le gaz, des réservoirs très importants de gaz. Il y a presque un Qatar au Venezuela. Ça, c'est important de le considérer. Et bien évidemment que, d'ailleurs, pour quelques métaux et quelques substances comme le coltan et le thorium, des terres rares dont tout le monde parle, mais on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est, et que je recommande vivement de s'y intéresser, et pour l'importance que c'est là pour les industries, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les voitures électriques, etc., etc., eh bien, les prix de ces métaux particulièrement sensibles ont bougé à la suite de l'action de Trump il y a quelques jours. Donc, il y a un enjeu là-dedans. Je continue, s'il vous plaît. Et donc, mais ce n'est pas tout. Le Venezuela, il a une grande puissance, méga puissance de la biodiversité. Et pas que, disons, pour l'Amérique latine, dans le monde, parmi les 5 à 10 premiers, pour ce qui est de la biodiversité, on continue, vous voyez sur la carte qui étaient les autres, mais pour ce qui est des poissons, des papillons, la plus grande diversité des papillons dans le monde est au Venezuela, etc., etc. Je vous laisse lire, je ne peux pas être trop... Alors, quel paradoxe. Le Venezuela, avec tout ça, dernier, je vous le promets, slide, regardez ça. La situation en termes de participation dans le PIB de l'Amérique du Sud en 1960 et en 2024. L'effondrement économique hors du commun du Venezuela, qui représentait presque 13% du PIB de la région de l'Amérique du Sud en 1960, et qui ne représente que 2 et quelques pourcents, 2,5%. Il y a un autre cas de recul important, mais moins important, puisqu'on tombe, disons, en proportion moins, qui est celui de l'Argentine, et bien évidemment, une grande stabilité des autres, même certains qui progressent un petit peu. La stabilité totale est celle du pays le plus stable de l'Amérique du Sud, qui est l'Uruguay, toujours 1,9% du total. Mais ça en dit long, c'est un fait stylisé, comme nous disons, qui montre bien que
effectivement, le Venezuela a connu un recul considérable. Donc l'évolution économique est à la base d'un recul social qui existait déjà préalablement à l'arrivée de Chavez, et d'ailleurs c'est une explication de l'arrivée de Chavez. Qu'est-ce qui est, on peut en arrêter là, et qu'est-ce qui est intéressant à soulever sur l'évolution de long terme du Venezuela, c'est que le Venezuela connaît une période de grande prospérité entre 1920 et 1974-15. Plus de 5 décennies où c'est toujours, ça côtoie toujours les champions de la croissance. Ce n'est pas toujours les champions, mais elle est aux côtés de l'Argentine dans les années 20-30, parce qu'encore l'Argentine était la principale puissance. Vous avez vu d'ailleurs qu'en 1960, l'Argentine était le premier en termes de participation dans le pourcentage du PIB sud-américain, même devant le Brésil. C'est une transition qui se produit dans les années 50-60, où se produit ce que le dépassement du Brésil par rapport à l'Argentine, il surpasse, diraient les Italiens. Je pense que c'est le terme qui explique mieux dans toutes les langues cette histoire de dépassement. Et donc, justement, le Venezuela est avec l'Argentine parmi les premiers de la classe, après avec le Mexique et le Brésil, après la Deuxième Guerre mondiale, etc. La machine commence à montrer des signes d'épuisement, paradoxalement, avec les deux chocs pétroliers des années 70, qui étaient considérés des booms pétroliers vus de Venezuela. Et moi, j'ai étudié en profondeur ça dans ma thèse et puis plusieurs travaux et articles. Un certain nombre de dérèglements qui sont produits, dont notamment le non-respect des règles budgétaires et monétaires qui avaient permis la grande stabilité du Venezuela pré-années 70, même près-des années 80. C'est le Venezuela, ceux qui connaissent bien le Venezuela savent, c'était le Venezuela du 4,30. La parité fixe du bolivar vénézuélien, 4,30 bolivars par dollar, qui a régné pendant de longues années et qui faisait de la monnaie vénézuélienne une des monnaies fortes dans le monde avant les années 80. Donc, l'essai de règlement, je ne rentre pas dans les détails, mais il est à la base d'une période de grande instabilité macroéconomique, des problèmes de dette extérieure et publique, des problèmes de toutes sortes, y compris sur le plan social, puisque ça s'aggrave, ces problèmes sociaux qui existaient déjà pendant la phase de prospérité, puisqu'il y avait une grande prospérité économique, mais aussi un grand niveau d'inégalité et une pauvreté importante dans de vastes secteurs de la population. Mais ça s'aggrave dans le cadre d'une croissante instabilité macroéconomique. Donc vous avez, après la période 1920, début de l'exploitation commerciale du pétrole, jusqu'aux années 70, et une période qui va du milieu des années 70 jusqu'à la fin, n'est-ce pas, des années 90, qui est une période d'instabilité croissante, y compris avec des problèmes déjà dans la démocratie parlementaire et représentative existante, puisque, par exemple, le président Carlos Andrés Pérez n'arrive pas à finaliser son mandat en 92, et il est remplacé par Ramon Velázquez, qui fait la dernière année de son mandat. Et cette dégradation de la situation va être plus ou moins contrée dans la période chaviste, dans la première phase Chavez, où il n'y a pas seulement Chavez, mais il y a le super cycle de matières premières qui permet justement un essor, n'est-ce pas, du prix du pétrole et en général une grande initiative politique de Chavez, mais qui laisse pratiquement sans toucher un certain nombre de questions qui caractérisaient les capitalismes rentiers propres au Venezuela. Et bien évidemment, après, il y a la descente aux enfers de la période post-2013, où cela a été déjà évoqué, effectivement tous les indicateurs se dégradent, et même la légitimité démocratique, qui était discutable, mais qui était solide quand même pendant la période de Chavez, eh bien, est complètement bafouée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pétrole est important, mais le pétrole, y compris avec des augmentations de 3 à 12 dollars le baril en 1974, ou de 12 à 40, 36, 37 en 1979, n'a pas été la garantie d'une situation macroéconomique et sociale solide. Alors, je passe à mon deuxième point. Quels sont finalement les éléments, les enjeux de cette relation entre les États-Unis et le Venezuela, à la suite desquels se produit l'intervention américaine? 3, pas 5, 10, 3. Les narcotrafics, la légitimité démocratique et les matières premières et les équilibres géopolitiques. Or, on constate que la problématique du narcotrafic, il y a beaucoup de doutes sur la pertinence. La problématique démocratique est délaissée et que, en premier plan, apparaît la problématique du pétrole. D'ailleurs, on vient d'annoncer, l'administration Trump vient d'annoncer que
le Venezuela a accepté, n'est-ce pas, de fournir entre 30 et 50 millions de barils dans une période de temps non spécifiée, ce qui signifierait un montant au prix actuel de presque 3 milliards de dollars. Donc ça c'est l'axe fondamental. Donc, est-ce que c'est là, et j'arrive à mon troisième point, et donc la garantie, le gage d'une évolution positive favorable de la situation au Venezuela? Eh bien, sans doute, l'industrie pétrolière a été fortement affaiblie dans toute la période chaviste. Déjà avant Maduro, avant les grandes turbulences des années 2002-2003, où je me rappelle avec Jean-Michel, on avait participé à plein de débats sur les évolutions possibles du Venezuela face à la tentative de coup d'État contre Chavez et face à toutes les conséquences de la grève pétrolière de PDVSA. Eh bien, après cette grève pétrolière, véritablement, le départ de nombreux cadres, etc., on commence à assister à un délaissement de cette industrie-là. Et évidemment, un pays qui produisait entre 3 et 4 millions de barils jour a passé, disons, à produire 500 000, 600 000 dans la période récente. D'ailleurs, il y a eu un certain redressement dans la dernière période, pendant laquelle Delcy Rodriguez était à la tête de PDVSA. Donc c'est quelqu'un qui est bien inséré dans les dynamiques des secteurs clés de la vie économique et politique du Venezuela, comme tout le monde le sait, la vice-présidente en charge actuellement. Or, mettre l'accent sur le business, disons, le pétrole, est un ingrédient, est très important de redresser l'industrie pétrolière, de reconstruire les infrastructures. Mais ceci sans autres éléments, disons, tels qu'une reconstitution institutionnelle, un certain cadre macroéconomique, le règlement, la normalisation des relations financières internationales du pays. Puisque cette question des ardoises qu'on a évoquée, tous les investisseurs le regardent. Et ils savent que tant que ça ne sera pas normalisé, il y a toujours la possibilité des problèmes, des difficultés, d'accidents. Effectivement, on parlait de l'Iran, mais bon, dans le cas de la Chine, on ne sait pas très bien d'ailleurs. Il y a sûr et certain 20 et quelques milliards de dollars du Venezuela à l'égard de la Chine en termes de dette financière constatée. Mais il y a aussi un certain nombre d'infrastructures construites non payées. Et il y a toute une nébuleuse, n'est-ce pas, par rapport à d'autres secteurs qui font penser qu'il y a peut-être 40-50 milliards de dettes. Et la Chine, ce n'est pas n'importe quel pays, va demander que l'on puisse quand même honorer ces engagements-là, ou au moins, même s'il peut y avoir des write-off, des cotes et des négociations, qu'il y ait quand même un abordage sérieux de ces problèmes. Or, donc la question est comment donc, on peut avancer dans ces contextes actuels où en réalité ça semble beaucoup plus, ça semble un deal de ce qui est la caractéristique de Trump pour en quelque sorte assurer une transition dont on ne sait pas quels sont les pas à venir et dont on, même si on dit qu'il y a un certain nombre de choses claires, 3 étapes, dit-on, Marco Rubio qui pilote la question. Tout ça, c'est bien théorique. Parce que comme dans les sports, le football, toutes les équipes jouent. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'ils vont faire les Chinois? Et est-ce qu'on assure, par exemple, l'argument de l'opposition? Maria Corina Machado et son cercle le plus proche, qui d'ailleurs n'est pas content. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème. Ce n'est pas un complot, un truc qui a été organisé avec toutes les parties concertées. Pas du tout. On voit bien que Maria Corina Machado cherche à se mettre de plus en plus sympathique, on va dire ça comme ça, à l'égard de M. Trump, et qui est prête à partager le prix Nobel. Alors les autorités du Nobel ont rapidement dit, oui, parce que ça compte. D'après ce que l'on dit dans le milieu diplomatique à Washington, la première action de Trump était de se fâcher par rapport à la problématique. Et je ne pense pas, connaissant les personnages, comme on le voit dans les conférences de presse, etc., que ça soit faux. Ça a l'air d'être vraiment vrai. Et donc, la question, c'est que les autorités ont dit, non, non, le prix Nobel, on l'accepte ou on le refuse, mais on ne le partage pas. C'était dit officiellement. Donc, vous voyez des choses inouïes qui arrivent, et tout particulièrement donc, je pense que là, l'opposition est prise dans une espèce de piège, parce que, en effet, ne peut pas assurer la stabilité, parce que l'armée, il n'y a pas de fissure.
ne peut pas assurer non plus, effectivement, que l'on efface, je reviens sur ce qu'a dit Jean-Marc, qui est très important, l'effet Guaido. Je ne reviens pas, mais Trump se méfie de la capacité d'agir des autres. Il a seulement confiance en lui-même, et puis en Marco Rubio, avec qui il y a eu un modus vivendi. Rappelons-nous que dans les périodes précédentes, lorsque Rubio était aussi candidat à la présidence, c'était le Little Marco, disait Trump. Il ne considérait pas très sérieusement. Maintenant, serait devenu quelqu'un, mais là, il joue gros, Marco Rubio, parce que c'est son projet présidentiel face à celui de Vance, qui est très discret, le vice-président, par rapport à toute la question. Et donc, la problématique de l'opposition est très, très difficile. Ils sont coincés parce que leur point d'appui fondamental est, bien entendu, l'administration Trump. Que dans ce contexte-là, ça aille, mais personne n'est sûr des étapes, des jeux des uns et des autres. Personne n'est sûr, par exemple, du fait que cette voie-là va donner lieu à une stabilisation. Qu'est-ce qui se passe si, finalement, il y a des tensions non surmontables entre Delcy Rodriguez et Trump, ou que les positionnements de Trump par rapport, et les exigences de Trump par rapport à Delcy Rodriguez génèrent une fracture à l'intérieur des forces armées bolivariennes. Qu'est-ce qui se passe avec Diosdado Cabello et avec Vladimir Padrino López, qui sont les hommes forts du point de vue des structures militaires? Donc tout ça, c'est des inconnus. J'ajouterai un élément de plus sur l'action. Effectivement, il faudrait, mais pour le moment, on ne voit pas comment, ou pour quelle raison, Trump accepterait, n'est-ce pas, un positionnement de ce type, que les pays latino-américains les plus importants, dont le Brésil, dont on a vu le poids du risque économique, mais tout le monde connaît d'autres éléments, et ne jouent un rôle dans cette évolution qui concerne, bien sûr, en premier chef, l'Amérique latine. Mais la difficulté, c'est que ça ne peut pas se faire seul, parce qu'il y a une grande asymétrie des pouvoirs, une grande asymétrie d'influence, une grande asymétrie de puissance, non seulement entre les pays latino-américains, y compris le Brésil et les États-Unis, mais aussi entre le Brésil et le reste du monde, entre les États-Unis et le reste du monde occidental. Et moi, je voudrais laisser une idée ici, c'est que la difficulté est grande, parce que si on pense à ce que l'Europe puisse jouer un rôle, je pense que c'est souhaitable, la difficulté, c'est que on n'est pas dans un contexte de celui, par exemple, des années 80, lors du conflit de l'Amérique centrale, où, même s'il y avait des visées différentes, des orientations différentes entre l'administration Reagan et les gouvernements européens, y compris le gouvernement français de François Mitterrand, il y avait quand même une perspective commune en termes de grands objectifs stratégiques, par exemple dans le monde de la guerre froide par rapport à l'Union soviétique, par exemple en termes de valeurs démocratiques. Aujourd'hui, et ça c'est une hypothèse, mais il faut quand même la creuser, la grande difficulté c'est que entre l'administration Trump et la plupart des gouvernements qui font la base, n'est-ce pas, de l'Union européenne et une partie des pays ou des gouvernements de l'Amérique latine, on assiste à une fracture au niveau d'Occident. Autrement dit, que les objectifs et les orientations stratégiques divergent complètement, c'est le retour à la doctrine Monroe, les zones d'influence, ce n'est pas loin d'être complètement intelligible la position de Trump par rapport à Poutine, si on pense, bon, je m'occupe du Venezuela et vous vous occupez de l'Ukraine. Premier point. Mais plus grave que ça, une différence aussi, non seulement en termes d'objectifs stratégiques, mais en termes de valeurs. Dans le cas de Trump, c'est le deal, le rapport de force, et pas la règle. Pas les cadres institutionnels multilatéraux. Donc là, ça pose une grande difficulté pour développer des actions qui, quand même, devraient être souhaitables malgré tout. Merci beaucoup. Parmi nous allons donc maintenant passer à l'Iran, qui nous permettra aussi peut-être de parler ensuite des effets collatéraux qui ont commencé à être abordés, par exemple dire deux mots de Cuba et des lendemains de ces crises, que ce soit au Moyen-Orient ou sur le continent américain, qui inclut éventuellement le Groenland aussi. Qu'est-ce que ça laisse imaginer comme évolution future? Parmi les comparaisons que l'on peut faire entre le Venezuela et l'Iran, il y a l'incroyable résilience des deux régimes. Le chavisme ne meurt jamais jusqu'à présent. Et d'ailleurs, vous l'avez rappelé l'un et l'autre par l'historique que vous avez fait, c'est-à-dire que ce n'est pas la première crise. Alors celle-là semble évidemment la plus grave et probablement la plus fatale, mais enfin, à ce stade, l'aspect extrêmement étonnant d'avoir la vice-présidente et non pas la prix Nobel pour assurer la transition est quelque chose
qui appelle l'attention et est encore une trace de cette résilience du chavisme, dont l'une des causes est tout de même l'extrême implantation dans les institutions et même la société au cours des 25 dernières années. Deuxièmement, le côté iranien, c'est la même chose. On a eu crise sur crise ces dernières années. À plusieurs reprises, on a pu croire que des manifestations, des soulèvements allaient provoquer un renversement du régime. Ça n'a pas été le cas. Et là aussi, on peut avoir le sentiment aujourd'hui que ça va plus loin que précédemment pour toute une série de raisons, mais ce n'est pas encore démontré au moment où nous parlons, même si aujourd'hui l'actualité a été particulièrement riche depuis 24 heures en Iran, et que l'actualité vénézuélienne a un peu écrasé, d'un point de vue français, la perception des choses, mais en réalité, il se passe encore des choses extraordinairement importantes en ce moment même en Iran, qu'on ne saurait oublier. Donc c'est aussi une des choses que nous souhaitions ce soir, c'était de ne pas oublier ce sujet en même temps. C'est pas la première fois d'ailleurs dans notre histoire récente qu'il peut se passer deux choses très importantes en même temps, et que l'une peut occulter l'autre et donc gêne l'analyse. Donc merci encore à Fahimé Robiol d'être là, peut-être de nous dire aussi justement ces tout derniers éléments d'actualité, et puis faire aussi cet exercice de prospective et de scénario. Merci. Bonsoir à tous et bonne et heureuse année. Je suis ravie d'être avec vous et merci Jean-Michel, merci Eric de m'avoir invité. Je peux dire que ce que je vais vous expliquer, ça vient du terrain, parce que jusqu'à 1979, j'étais en Iran, j'ai fait mes études là-bas, j'ai travaillé là-bas, et puis en 2000, j'ai fait un saut avec beaucoup de peur au ventre et j'ai vu que l'Iran, je ne le reconnais plus. Et puis après, entre 2009 à 2019, je suis allée régulièrement, parfois 2 fois, parfois 3 fois en Iran, toujours la peur au ventre, mais je me disais, tant pis si on m'arrête, on m'arrêtera. Et là-bas, j'enseignais dans les universités, différentes universités, notamment l'université de Téhéran, à la faculté d'ingénieurs, mais pas le nucléaire. J'enseignais négociation, gestion de conflits et leadership avec des étudiants extrêmement brillants. Et ainsi, je puis également aller dans le sud d'Iran pour enseigner how to negotiate with Chinese, parce que le gros problème des ingénieurs iraniens, c'était qu'ils ne savaient pas comment étant un monoclient, négocier avec les Chinois sur les différentes choses. Donc c'est aussi bien un aspect de la jeunesse, un aspect industriel, évidemment sociétal. Un mot sur Venezuela. L'Iran a travaillé sur plusieurs axes avec le Venezuela, sur la partie automobile, pour fabriquer et aider à la fabrication des automobiles de très bon marché. Sur l'énergie et pétrole, ils ont essayé d'avoir une banque commune, la commerce, infrastructure, et finalement, ils ont fait beaucoup d'habitations, de l'ordre de 20 000, si j'ai bien compris. Mais je ne suis pas si sûre que cet argent-là que l'Iran a investi en Venezuela puisse être considéré comme une dette, parce que ça s'est passé avec 2 pays, avec l'embargo, donc rien n'est écrit. Donc pour l'Iran, c'est un argent qui est perdu. Je dis encore un mot sur le Venezuela et je le termine pour revenir sur l'Iran. Il ne faut pas oublier que Hezbollah était très présent pour tout ce qui est le trafic de drogue et pour tout ce qui était trafic d'armes à Venezuela. Donc, je dirais, pour moi, côté iranien, ils sont extrêmement inquiets parce qu'à nouveau, il y a un bras de ces tentacules qui se trouvait cette fois-ci en Amérique latine, qui a été coupé. Et puis pour Hezbollah également, c'est un échec. Maintenant, revenons sur l'Iran. Comme je l'ai dit chaque fois, moi je ne suis jamais allée
à l'université et à l'école pour apprendre le français. Donc, si vous permettez, j'ai préparé un texte que je vais vous le lire. Sinon, à 22h, je vais me battre avec les verbes, les accords et tout ça. Et vous allez être très fatigués. Alors, vous m'excusez. Alors, je commencerai, si tu permets, un petit background pour pouvoir dire où on est et puis de donner des dernières nouvelles si tu es d'accord. Donc la dynastie Pahlavi, Reza Pahlavi puis son fils Mohammad Reza Shah, il y a exactement 100 ans, ont arraché l'Iran à une époque moyenâgeuse où les Qajars ont fait perdre une partie de l'Iran et ont été responsables d'une grande famine, sans parler de l'épidémie mortelle qui ont causé entre 2 à 8 millions de morts sur une population estimée à l'époque de 10 millions. Les Pahlavis propulsaient l'Iran vers la modernité. Devant vous, je suis un exemple, un témoin. Dans mon livre « Femmes, vie, liberté, parlons-en », j'évoque comment, en tant qu'une fille d'une famille extrêmement modeste, comme beaucoup de jeunes filles, j'ai essayé et puis profiter de cette fenêtre d'éducation et d'émancipation offerte par les Pahlavis pour faire gracieusement des études scientifiques et devenir ingénieur travaillant dans l'Organisation d'énergie nucléaire iranienne, puis au CEA en France. Et aujourd'hui, j'enseigne dans les plus grandes universités et écoles en France. Je me suis mariée en plus avec un étranger non musulman. Donc vous voyez, cette transformation n'était pas acquise soudainement et facilement. Mohammad Reza Pahlavi a quitté l'Iran et Khomeini est arrivé en février 1979. Alors que l'armée avait déclaré rester neutre, beaucoup de hauts officiels ont été exécutés les premiers jours. La première contestation a eu lieu la veille du 8 mars 1979, c'est-à-dire un mois après la Révolution, où Khomeini a déclaré que les femmes devront se rendre au bureau avec le hijab. Il y a eu plusieurs initiatives de renversement du régime et des îlots de contestation, comme tu viens de le dire, sans un écho véritable et ni le soutien au niveau international, qui ont été tués dans l'œuf. 2008, 2009, 2019, 2022, avec la révolution Femmes, Vie, Liberté, et puis aussi celle qui est en cours depuis 10 jours. Après 46 ans, le bilan est effrayant. Une guerre irano-Irak qui a fait près de 1 million de victimes côté iranien, isolement du pays avec un projet nucléaire militaire coûteux, plus que 3 000 milliards de dollars, sans oublier les missiles, les drones qui ont contribué à l'appauvrissement de 75% de la population, un état de famine aggravé dans certaines régions. Un exil de 8 millions d'Iraniens, c'est-à-dire 10% de la population les plus éduqués, des infrastructures, des désastres environnementaux avec les lacs, les barrages asséchés, une pollution environnementale qui rend l'air de certaines villes nocif, une situation intenable avec un manque d'eau, d'électricité, une répression omniprésente au nom de la religion qui a fait exécuter des milliers d'Iraniens l'année dernière, c'est-à-dire de janvier 2025 jusqu'à la fin de l'année, 1900 personnes ont été exécutées. Le constat est sans appel. Ce régime ne s'améliorera jamais et son existence est conditionnée par la création et le maintien des crises et des conflits. Via ces proxys, j'ai commencé à en parler, Hamas en Palestine, Hezbollah au Liban, Hachd el-Shaabi en Irak et aussi au Yémen. La plupart ont été affaiblis après 7 octobre par Israël, mais il faudrait ajouter Bachar el-Assad et Maduro au Venezuela. Le budget dépensé pour maintenir ces proxys et dictateurs s'élève à plusieurs milliards de dollars qui est parti en fumée. Quelques chiffres au vol. Venezuela, entre 2 à 4 milliards de dollars d'investissement. La Syrie, 300 à 500 milliards de dollars pour soutenir Assad. Liban, 1 milliard par an pour le Hezbollah et on vient comprendre qu'ils ont envoyé encore 2 milliards de dollars à Hezbollah malgré l'embargo. Au niveau économique, une comparaison. Avant la révolution, le rial iranien était fort et stable.
chaque dollar valait environ 70 rials. Après la Révolution, il a subi une dépréciation sévère et actuellement, il est devenu incontrôlable, passant d'environ 70 rials à plus de 1 460 000. Ça, c'est le chiffre d'hier, mais sûrement, ça a bougé, parce que toutes les heures, ça bouge. Soit une diminution de plus que 20 000 fois le pouvoir d'achat des Iraniens. Et évidemment, les banques ont ruiné et la Banque centrale fait tourner la planche à billets sans garantie. L'inflation appauvrit la population de jour en jour et continue virale à sa dévaluation de hors en hors. Les parents ont obligé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école et obligés de ne pas se soigner. Des filles diplômées sont contraintes de se prostituer dans les hôtels luxueux des Émirats de Sud de Golfe, toujours Persique, pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est affolant. Cette affronte à la dignité d'un peuple constituant un pays qui représente seulement 1% de la population mondiale, mais dispose de 12 à 15% des ressources énergétiques mondialement connues. Le somme de l'humiliation a été atteinte lorsque le Parlement a fait passer en douce une loi permettant aux Afghans d'être naturalisés simplement en contractant un mariage temporaire avec les Iraniennes. Aujourd'hui, 1 sur 5 Afghans vit en Iran. Leur reproduction à grande échelle est en train de détruire la démographie d'un peuple instruit et millénaire qui refuse de donner naissance à un enfant sans avenir certain. La richesse est cumulée dans les mains d'environ 2000 familles. Corrompue avec une fuite des capitaux, la classe moyenne rejoint les pauvres. Dans une situation sans visibilité économique, c'est le bazar qui fut le précurseur et le bénéficiaire de la révolution en 1979 qui a commencé la contestation. Le guide suprême est très fâché. Il a une dizaine de jours, entre 100 à 200 villes se rejoignent au mouvement, dont les plus modestes, et ainsi que les universités, c'est un événement important. Néanmoins, réduire ce qui se passe en Iran actuellement à une simple crise économique, aussi bien par les lobbyistes du régime qu'une partie de diaspora et les médias, notamment français, revient à manquer l'essentiel, y compris l'honnêteté intellectuelle. Les protestations n'appartiennent pas seulement aux grandes villes, au contraire. Une vidéo prise dans une toute petite ville pauvre proche de Kurdistan montre les manifestants qui ont dérobé un magasin alimentaire des gardiens, les sacs de riz. Et au lieu de les ramener chez eux, les ouvrent et ils ont jeté en l'air comme lors d'un mariage chez nous. Cela signifie que la société dépasse le stade de la simple survie pour entrer dans une phase de décision. L'Iran ne proteste pas seulement, il est en train de se redéfinir une sorte de référendum. Hier, dans cette ville, les habitants sont sortis et marchaient dans la rue. Le personnel de commissariat, sur le toit, leur faisait des signes de victoire. C'est aussi de balayer ce qu'on nous dit ici et là, que si le régime des mollahs tombe, l'Iran va se désintégrer et les Kurdes seront les premiers à réclamer l'indépendance. Justement, cette ville-là se trouve dans le Kurdistan. Et il scande « Vive le roi ». Pour mémoire, il y a des années que les Iraniens demandaient des réformes. Déçus plus tard, ils ont tourné le dos tant aux réformateurs qu'aux conservateurs et ont compris qu'ils représentent les deux faces d'une même pièce. Puis ils ont scandé « Non à la dictature », suivi par Abba Khamenei,
Progressivement, ils ont clairement exprimé ce qu'ils ne voulaient plus, c'est-à-dire la République islamique. Mais aujourd'hui, plus que jamais, ils disent clairement ce qu'ils souhaitent. On entend résonner dans les rues et des villes, c'est la dernière bataille, par la vie revient, vive le roi, en référence directe au prince Reza Pahlavi. Quelques mots sur le prince Reza Pahlavi, n'est pas la dame qui a eu le prix Nobel de la paix. On ne l'a pas entendu en France, justement. Il est titulaire d'une licence en sciences politiques et diplômé en gouvernance et relations internationales. Il suivit une formation de pilote de chasse au sein de US Air Force et il est pilote de civil professionnel. Pendant plus de 40 ans d'exil, il est activiste politique, civique pour Iran, défenseur des droits de l'homme. Il fait la promotion d'une transition pacifique vers un système démocratique. Il est resté en lien avec les forces pro-démocratiques en Iran. Depuis, sa position reste la même. Le chemin qui commence par le bain de sang, c'est-à-dire le moment de la révolution, doit se terminer par un choix du peuple. On disait qu'il n'avait pas de partisans, qu'il n'avait pas d'argent, qu'il était fils à maman, qu'il jouait de la batterie, qu'il n'avait pas de soutien des étrangers, qu'il n'avait pas d'armée et que son père était un dictateur. Il continue à être combattu par tous les moyens par des lobbyistes. Mais finalement, aujourd'hui, il est en train de triompher avec une armée de plusieurs millions de personnes. C'est cela grâce à sa tolérance, sa droiture, ses actions dans la durée. Il a réussi de faire ouvrir les yeux aux plus critiques envers les Pahlavis et à transformer le slogan « Ah bah le chat » qu'on entendait au moment de la révolution de 1979 en « Vive le chat ». Pahlavi est un retour historique, un alternatif basé sur 3 principes fondamentaux. Indivisible et non négociable, intégrité territoriale de l'Iran, une démocratie séculaire basée sur le droit de l'homme. Le droit du peuple a déterminé la forme de système politique par le biais d'élections libres. Donc vous voyez, il ne prétend pas de prendre la place du Shah d'Iran. Il ne se prétend pas d'être successeur, mais un leader pour la période de transition et qui conduira le peuple vers les urnes. Il dispose d'un programme et il ne cesse de lancer appel à l'armée pour qu'elle se détourne du pouvoir. Quant au régime, il a été gravement affaibli depuis la guerre de 12 jours en juin avec Israël. Le déclenchement du mécanisme snapback pour faire revenir les sanctions décidées par 6 résolutions successives du Conseil de sécurité de l'ONU, et depuis Ayatollah Khamenei se cache dans un abri souterrain. Il vient de jurer de ne pas céder après que le président Trump a menacé de venir en aide aux manifestants qui se font tuer sans aucune arme par les Basiji, c'est le groupe paramilitaire créé par Khomeini, et ses proxys, auxquels il faut ajouter également les Afghans qui vivent en Iran, qui ont bénéficié beaucoup de ce système. Et que les émeutiers devraient être remis à leur place, ce qui veut dire exactement, dans son langage, aller les tuer tous. Et effectivement, ce régime tire sur les manifestants avec les balles réelles. Il y a des enfants parmi les victimes. Il y a une urgence. Car si le régime sort indemne du fait de l'immobilisme international, il reprendra son souffle et va sévèrement intensifier sa répression. Ça sera pire qu'en 2025. La République islamique se trouve aujourd'hui sur une telle pente descendante et avance vers sa destruction d'une telle vitesse que nul ne peut empêcher sa chute. C'est pour cette raison que j'insiste et que la France ne doit plus parier sur un cheval en agonie. C'est cette
dans l'intérêt stratégique, sociétal et économique de la France, elle doit sortir de son mutisme. Mais comme l'a souligné le prince Reza Pahlavi auprès des puissances occidentales, mais on ne l'a pas entendu en France, soutenir le peuple iranien n'est ni un acte de charité, ni un acte d'interventionniste. Il s'agit plutôt d'un investissement dans la stabilité mondiale. Le monde doit se préparer à une transition responsable en Iran, aller au-delà des déclarations et prétendre des mesures immédiates et concrètes pour sauver les vies des Iraniens qui manifestent dans la Manu, dans les rues. Il y a une urgence. Et je reprends le mot de chère impératrice Farah Pahlavi, la mère de la nation, qui dit « Je suis convaincue que l'Iran, avec une civilisation plusieurs fois millénaire, va renaître de ses cendres et que la lumière vaincra les ténèbres. » Hier soir, le prince a demandé que demain soir et après-demain soir, les gens aillent dans la rue. C'est la première déclaration qu'il a faite pour finir avec ce régime. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Pierre. Je propose maintenant qu'on laisse la parole à la salle, tout simplement, en ayant comme préoccupation peut-être, encore une fois j'insiste un petit peu, de scénariser, de trouver les bons scénarios de réflexion pour l'avenir dans les deux cas, en ayant en tête que c'est l'avenir du monde qui se joue, c'est-à-dire c'est non seulement l'avenir de ces deux pays, mais derrière cela, une évolution majeure des relations internationales. Chacun voit bien, je ne vais pas répéter ce qui a été dit par les uns et les autres, les aspects à la fois d'inquiétude et d'espérance qu'il y a derrière tout ça. D'inquiétude au titre de la stabilité, au titre de l'interventionnisme débridé, au titre de la fragilisation de ce qu'on met derrière le mot droit international, mais aussi espérance, c'est-à-dire la fin de deux régimes dont il ne faut pas hésiter à dire qu'ils ont été meurtriers et monstrueux. Le nombre de victimes rappelées dans les deux cas est très important, et que leur chute éventuelle aura un impact régional et mondial considérable. Dans le cas de l'Iran, c'est toute une chaîne de conséquences qui vont avoir lieu. Donc je pense que c'est important de mettre les choses dans cette perspective, c'est-à-dire à la fois dans le temps, une perspective vers le futur, c'est-à-dire quels sont les scénarios auxquels on peut penser, et deuxièmement dans l'espace, c'est-à-dire au-delà même de ces deux pays, les conséquences que l'on peut envisager. Et la parole est à vous pour des questions ou des remarques. Simplement que chaque intervention soit brève, s'il vous plaît, pour que ça permette la circulation de la parole et puis les réponses de la table. Charles. Question ponctuelle, le Hezbollah au Venezuela. Il faut parler fort. Ça marche? Le Hezbollah au Venezuela est dû à quoi? C'est parce qu'il y a une population libanaise, j'imagine. Voilà. C'est en sorte le bras de la République islamique. Oui, oui. Comme les... Oui, mais... C'est pour étendre justement le trafic d'armes et le trafic des stupéfiants. Oui, mais il s'appuie sur une population libanaise, non? Il y a quelque chose derrière. Alors, non? les Hezbollah sont des Libanais. Il y a une population libanaise au Venezuela. Alors, il ne peut pas y avoir comment dire, est-ce qu'il y a un risque que les Américains se retrouvent devant une résistance armée au Venezuela? Je peux le faire. Oui, enfin, bon, c'est toujours un exercice très difficile de faire ce type de prévision. Donc, moi, je pensais avant l'intervention américaine, en essayant de faire... Bon, tous ces parallèles ne valent pas grand-chose, mais avec l'Ukraine, je pensais que les Vénézuéliens ne seraient pas comme les Ukrainiens, c'est-à-dire et que ce serait une proie beaucoup plus facile. Bon, déjà, ce qui a été quand même vérifié, c'est que apparemment une grande partie de l'armement acheté aux Russes et aux Chinois n'a pas été vraiment opérationnel, parce que
on parle de l'opération même d'enlèvement de Maduro, mais elle était précédée, il y a eu quand même 150 avions d'après ce qu'ont dit les Américains eux-mêmes, donc il n'y a pas de raison de trop en douter, qui sont intervenus, donc qui ont à la fois donc, interrompu tout le système électrique au moment de leur intervention, etc., qui ont, semble-t-il, très facilement dépassé l'armement de défense aérienne, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même c'est un échec, pas directement des Russes et des Chinois, parce que c'est sans doute pas eux qui étaient derrière, mais enfin bon, tout cet armement qui a coûté des milliards et des milliards de dollars n'a pas été très efficace. Donc ce qui laisse penser quand même que l'armée vénézuélienne, c'est sûrement pas l'armée ukrainienne. Hein. Donc je suis pas sûr que s'il y avait vraiment une intervention, ce que je ne crois pas, mais s'il y avait vraiment une intervention américaine, disons, armée en bonne et due forme, avec des milliers d'hommes, etc., je suis pas sûr que le front vénézuélien traîne très longtemps. C'est-à-dire que ça donne pas quand même l'impression d'une armée... je dirais pas la même chose de la Colombie, hein, pour des raisons historiques. L'armée colombienne est une armée aguerrie, bien organisée, parce qu'il y a été contrainte par les nécessités locales depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Pour le Venezuela, je suis un peu plus sceptique, mais encore une fois, je peux me tromper. Je dirais pas que c'est une armée d'opérette, mais enfin bon... Non, mais ce qu'on pourrait avoir, c'est la création de guérilla ou de... Oui, c'est ça. C'est plus une dislocation, et à ce moment-là, des éléments de l'armée régulière avec des éléments armés irréguliers, les collectivos, des trafiquants à la frontière colombienne, etc. Et on pourrait avoir une espèce de fragmentation du territoire vénézuélien en fonction des zones d'implantation des uns et des autres. Ça, c'est effectivement possible. Hein. Et c'est sûrement le scénario que les Américains voudraient éviter, parce que, bon, à partir de là, plus personne ne contrôle pas grand-chose, chacun contrôle sa zone, etc. Donc c'est pas très bon pour le business. Mais justement, effectivement, là, ça, dans les scénarios dont on parle concernant l'approche de l'administration Trump et des États-Unis et de l'intelligence, c'est l'idée justement de collectivos, d'une partie de l'armée, et en fonction des évolutions dont on a parlé précédemment, fractionnement, des locations éventuellement. Et de ce point de vue-là, j'ai vu aussi des rapports, des notes disant qu'il ne faut pas écarter la possibilité de 15-20 000 combattants qui peuvent se replier dans des montagnes, etc. Et qui pourraient, parce que le Venezuela est un pays aussi qui a eu historiquement des guérillas qui ont duré longtemps, des années 60-70, y compris une Douglas Bravo qui est revenue à la légalité début des années 2000 avec Chavez. Donc, bon, le territoire n'est pas aussi favorable pour une tentative de ce type comme celui de la Colombie, mais c'est un scénario à considérer. Merci. Oui, bonsoir. Vous avez peu parlé de la Russie, en fait, et j'ai deux questions sur les impacts directs des relations que le Venezuela et l'Iran peuvent avoir avec la Russie, sur les aspects économiques ou militaires, voilà. Et puis les aspects indirects aussi sur qu'est-ce que ça peut générer comme autorisation possible de la part de Vladimir Poutine par rapport à ce qui se passe en Ukraine, et est-ce que ça peut avoir un impact sur les relations entre la Chine et la Russie, un peu de déstabilisation, tout ça, voilà, sur des choses qui restent quand même assez fragiles, et puis une alliance objective, mais qui pourrait peut-être être fragilisée par ce qui se passe en ce moment. Oui, mais je pense, merci pour cette question très, très importante. Je pense que l'ensemble de la table peut répondre, et c'est d'autant plus important de le dire parce que dans la manière de parler de Poutine en France, il y a toujours une espèce de joie mauvaise à le considérer comme très fort, invincible et ne perdant jamais aucune partie. Or, c'est assez frappant de voir que depuis plusieurs mois, voire quelques années même, une série de parties sont perdues par Poutine. L'exemple, c'est le cas de la Syrie étant évidemment peut-être le plus emblématique, mais il y a d'autres défaites. Et évidemment, les transformations au Venezuela et en Iran actuellement représentent des affaiblissements considérables pour la Russie, ce qui probablement, si les choses continuent sur la ligne actuelle, va avoir un gros impact sur la relation États-Unis-Russie, alors même que Donald Trump, qui applique la dite théorie du fou de Nixon, c'est-à-dire la prévisibilité totale dans les relations internationales, laissait penser qu'il avait une forme de connivence avec
avec les Russes. Analyser la situation de la Chine d'une part et de la Russie d'autre part à la faveur de ces deux crises est quelque chose de très important. Il y a un affaiblissement de crédibilité, c'est par exemple la question de l'armement qui a été évoquée, il y a une question financière, c'est les ardoises dont nous avons parlé, et puis il y a des sujets stratégiques. On n'insistera jamais trop sur ce qu'a dit Carlos tout à l'heure, s'agissant des terres rares, cet arc minéral de l'Orénoque est en réalité peut-être l'enjeu le plus important à l'intérieur dans les trois catégories. Le plus important, c'est les matières premières apparemment. Mais à l'intérieur des matières premières, ce sujet-là est peut-être plus important encore que le pétrole. Parce que le pétrole vénézuélien, c'est 3% des besoins chinois. Donc c'est important, mais ça reste marginal. En revanche, ces minéraux-là sont essentiels pour un certain nombre d'industries. Et on doit sans doute lire un certain nombre d'évolutions actuelles, y compris les menaces sur le Groenland, à la lumière de ce critère-là. Donc peut-être un mot sur la Russie. Juste un mot lié à ce que tu viens de dire. En effet, disons, la question du terrain est c'est une question très importante, mais je crois que là aussi, pour la Chine, c'est moins important que pour les États-Unis, puisque la Chine est le principal réservoir mondial de terres rares. Et on a vu justement que dans les tensions qu'on a eues entre les États-Unis et la Chine au sujet du relèvement des droits de douane, la réponse chinoise a été de bloquer les exportations de certains produits liés aux terres rares vers les États-Unis ou vers des compagnies américaines. Donc, je crois que là, c'est plus important, y compris pour... Mais ceci ne veut pas dire... C'est que la Chine cherche actuellement à avoir le monopole, à bloquer les États-Unis. Donc là, les États-Unis viennent de desserrer un peu un étau. Exact, oui. C'est ça les vrais enjeux. C'est ça que je voulais peut-être préciser. Non, juste un tout petit mot sur les terres rares, et puis après la Russie. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'étais au début d'ailleurs de ma mission au Venezuela, donc disons vers 2010-2011, les Chinois commençant à monter en gamme, et s'étaient vu attribuer tous les contrats d'exploration, enfin de cartographie des ressources minérales de toute cette région qui est au sud du bassin de l'Orénoque. Donc vous voyez, c'est un projet quand même qui était déjà, ça fait déjà une quinzaine d'années, et à partir du moment où vous dressez la cartographie de toutes les ressources, ensuite vous êtes quand même le mieux placé pour vous proposer, alors je ne sais pas si ensuite ils les ont exploités, mais en tous les cas, c'est ce que dit Jean-Michel, déjà bloquer les Américains pour qu'ils aient accès à ça, permet ensuite à la Chine, qui l'a fait avec Maestria, qui a renversé quand même en grande partie les mesures de tarifs douaniers de M. Trump, parce que justement elle le tenait avec les terres rares. Donc il ne suffit pas de les avoir chez soi, mais il faut aussi empêcher que les autres aillent les chercher. Et sans doute que là, c'est un enjeu très important. Après, sur la Russie, moi, l'analyse que je faisais avant tous ces événements, c'est que la Russie, c'est un partenaire. Bon, ils sont un peu dans le pétrole, mais c'est pas du tout la dimension de la Chine. C'était plus l'armement, parce que là, effectivement, déjà depuis le début des années 2010, il y avait quand même ils vendaient beaucoup d'armements et donc, alors je ne sais pas si les Vénézuéliens les ont régulièrement payés, ça, j'en sais rien, les spécialistes doivent le savoir, mais je pense que là aussi, il y a quand même une ardoise assez importante qui a été perdue. Après, la Russie peut se remettre, je pense, de ça, c'est plus en termes d'image. Comme le disait Jean-Michel, évidemment, elle a beaucoup perdu avec la chute de Bachar el-Assad. Elle a moins perdu, mais elle a aussi perdu en Arménie, où Trump, faiseur de paix, enfin ça fait partie des 8-9 accords de paix un peu fantomatiques, mais enfin en tous les cas, en Arménie, la Russie quand même qui était la tutelle historique la Russie qui était la tutelle historique de l'Arménie a été quand même envoyée chez elle, et les Américains ont quand même pas mal progressé. Bon, tout ça s'est fait de manière non violente. Ça a été permis par le fait que les Russes sont très occupés en Ukraine, y compris les grandes bases, parce qu'ils avaient une base de 3000 hommes en Arménie, ont été vidés un peu de leur substance pour aller renforcer la guerre contre les Ukrainiens. Donc c'est vrai qu'ils sont, tu as raison de le dire, ils volent pas de victoire en victoire. Je dirais pas la même chose sur la Chine, à mon avis, sur l'échiquier mondial. Je pense qu'en réalité, quand même aujourd'hui, avec toute la patience qu'a le système chinois, et même après le revers, comme tu le disais, je ne sais même pas si ça fait 3% des besoins de pétrole de la Chine. Il y a des chiffres qui sont même encore inférieurs à ça. Enfin, disons que c'est très facile à compenser. Donc c'est pas ça, mais c'est aussi le fait qu'ils ont mis quand même beaucoup d'argent. Alors les chiffres étaient cités par Carlo, c'est difficile à savoir parce que toute une partie est très opaque. On n'a jamais su exactement
parce que le système chinois était très simple, c'était donc on s'implante, on fait des investissements, etc., et on se rembourse en partie en pétrole. Mais on n'a jamais su à quel prix il l'achetait, même au moment où il était à $100 le baril, donc il devait y avoir une décote quand même déjà significative. Donc après, savoir s'ils n'ont pas déjà gagné une partie de... Parce que c'est la même chose avec les Américains, parce que bon, M. Trump rappelle l'âge d'or des investissements américains au Venezuela, mais enfin, en gros, on date à peu près de 1910, le début de la présence américaine et l'arrivée des... Mais c'était des contrats plus que léonins, c'était vraiment une surexploitation. Et puis aussi par... c'est stupéfiant, c'est-à-dire quand vous allez au Venezuela, moi ça m'a beaucoup frappé, bon, qui était en pleine révolution bolivarienne, donc anti-américaine, anti-impérialiste, etc. C'était le pays le plus américanisé de toute l'Amérique latine, sans doute un peu avec Cuba, et où le sport national n'est pas du tout le football comme dans la région de l'Amérique latine, mais le baseball. Et tout ça, c'est la présence américaine qui, pendant 20, 30 ans au moins, il y avait des Américains partout qui vivaient dans des zones séparées, qui avaient leur style de vie, etc. Et c'était le rêve américain pour n'importe quel Vénézuélien, qu'il soit riche ou moins riche, c'était d'être comme eux, quoi, hein. C'est quand même très frappant de voir que dans ces sociétés-là, peut-être qu'il y a un parallèle aussi à faire avec l'Iran, qui arrive, ou en tous les cas, qui ont cette aspiration de modernité, la modernité étant le mode de vie américain, et que c'est là que ça casse, et c'est la même chose à Cuba, bon, à une époque historique un peu différente, mais c'est un peu la même chose. Donc moi je pense que pour M. Poutine, c'est pas une bonne nouvelle, mais je ne pense pas que ce soit si catastrophique que ça, parce que, bon... Enfin, par contre, il peut y avoir des incidents, parce que juste avant de venir ici, enfin, vous êtes aussi au courant, il y a un pétrolier russe, en réalité, qui a été arraisonné par les Américains, avec un équipage russe, etc. Et bon, donc ça peut commencer à... Des effets que chaque acteur ne souhaite pas forcément, mais bon, rappelez-vous la crise des fusées à Cuba en 62, on est passé très près quand même de la correction, parce qu'à un moment donné, il y a un enchaînement qui est difficile à maîtriser, même quand les gens n'ont pas envie qu'il y ait une escalade. Donc il peut y avoir des incidents de ce type. Et puis il restera quand même bien la question si, en admettant même que le plan Trump fonctionne, c'est-à-dire que les chavistes mettent de l'eau dans leur vin, si j'ose dire, dans leur pétrole, et que, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire quand même des contrats qui ont été signés, notamment avec les Chinois, parce qu'ils ont été signés quand même, pour une partie d'entre eux, en bonne et due forme. Bon, les Européens étaient déjà partis depuis un certain temps, notamment parce que Total était un acteur qui n'était pas négligeable dans la situation d'exploitation du pétrole avant Chavez et au début de Chavez. Ils sont partis il y a quelques années parce que ça devenait difficile. Mais sans doute que s'il y avait une stabilisation différente, ils auraient envie de revenir. C'est la même chose pour les Italiens, les Espagnols, qui ont des compagnies pétrolières importantes. C'est là bon, là, il va y avoir un peu de tirage, parce que les Américains n'ont pas du tout envie de faire tout ça au bénéfice des compagnies pétrolières européennes. Mais bon, une nouvelle fois, ça va quand même poser le problème de la place de l'Union européenne, qui pourrait être le dindon de la farce quand même dans cette affaire, enfin avec l'opposition vénézuélienne. Merci beaucoup. Alors il y a plein de mains qui se lèvent, mais notre accord collectif, c'est normalement, c'est toujours de ne pas durer plus d'1 heure et demie, donc on a déjà un petit peu dépassé. Donc si vous voulez peut-être intervenir très très rapidement, et puis on fera une réponse rapide à la table. Chacun quelques dizaines de secondes. Est-ce que je dis un mot sur la Russie? Oui, en attendant. Et la Chine? Oui, en attendant de récupérer. Alors la Russie, depuis l'arrivée de la République islamique, a essayé de remplacer les États-Unis et a énormément profité des ressources. Et puis c'était vraiment le lead dans la stratégie du régime iranien. Mais avec cette précaution, il y a une ligne rouge qu'ils avaient déterminée avec George Bush fils, de ne pas donner la possibilité aux Iraniens d'avoir la bombe, et puis de ne pas donner les missiles 300. Donc l'Iran a payé, le régime iranien a payé plusieurs fois la même chose, mais il n'a jamais eu ce qui a été promis. Quant à, évidemment, il a pillé également les ressources et les minerais. Quant à la Chine, profitant de l'embargo, il a pu bénéficier d'un prix moins de 30 à 40% par rapport au prix de marché.
Et vu qu'aujourd'hui la suprématie est décidée et orientée par l'énergie, les Américains ne voient pas ça. Qu'eux, ils peuvent utiliser l'énergie de cette façon. Autre chose qu'ils utilisent, ils sont en train de piller les mines de lithium. Et puis, ils ont des firmes de Bitcoin pour utiliser l'eau et l'électricité pour marcher de l'Iran. Oui. Pardon, après ça. Oui, simplement revenir un petit peu sur le lien que vous voulez établir effectivement entre les deux situations. Nous avons eu un candidat au présidentiel français qui voulait faire entrer la France dans l'Alliance Bolivar. Si vous pouviez revenir sur cette Alliance Bolivar qui, précisément, comprenait comme observateurs l'Iran et la Syrie. Ce qui fait que la présence du Hezbollah au Venezuela pourrait difficilement passer simplement pour un effet de sa population d'origine libanaise. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire de voir une cohérence du tremblement de terre que nous sommes en train de connaître. Et surtout quand il s'agit de voir un pays retrouver ses racines profondes, contre une occupation idéologique de 1400 ans. Oui, merci à vous. On m'entend, si vous parlez fort. Merci à vous. Je voulais juste savoir, on parle de régionalisation de l'Amérique latine pour un peu secourir le Venezuela, mais vu là, c'est plus que les États-Unis, c'est Trump aussi qui est intervenu. Et vu sa personnalité, est-ce que vous imaginez partager la part du gâteau avec quelqu'un d'autre ou accepter de dealer avec un allié? Et deuxièmement, je voulais savoir concernant l'Iran, pardonnez-moi, hein, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais qui parle pour les Iraniens, parce que bon, vous faites partie de la diaspora très éduquée, comme vous l'avez dit, et c'est vrai qu'on nous parle tout le temps de Pahlavi, même dans les termes que vous employez, c'est toujours le prince, l'impératrice et tout ça. Donc on ne sait jamais réellement. Je lisais dans le point qu'il y en avait deux, pardonnez-moi, il y avait deux potentiels opposants, mais qui étaient emprisonnés, qui n'avaient pas la voix à l'extérieur. Mais bon, j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que c'est toujours une interrogation quand des Iraniens parlent, on ne sait pas vraiment qui, d'où vous parlez. J'aime pas cette phrase qui est galvaudée, mais bon voilà. Donc je voulais juste, pour revenir, mais je vous respecte énormément. Donc ma question c'est, est-ce que vous imaginez que Trump puisse partager la part du gâteau au Venezuela en dealant avec, en acceptant l'aide de tel ou tel? Et pour l'Iran, est-ce qu'on peut imaginer une déstabilisation du régime sans l'intervention d'Israël ou des Amériques? Très bien. Merci, c'est très clair. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Une pour vous et avec madame aussi. Très vite, si chacun peut parler 20 secondes, c'est parfait. Antonio Rodriguez. Oui, bonsoir. Je vais essayer de parler en 20 secondes, mais en fait, avant de venir ici, Marco Rubio a annoncé que le Venezuela avait collaboré avec les États-Unis pour arraisonner l'un des deux pétroliers russes d'aujourd'hui. Et du coup, je me demandais, puisque vous avez dit